BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble pendant une demi-heure avec Dominique Carlac, qui est la candidate à la présidence du MEDEF. Dominique Carlac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. On va parler bien sûr de Choose France. On va parler comment on peut réindustrialiser la France. On va parler de la baisse d'impôts. Est-ce qu'il faut baisser les impôts? On va parler évidemment de est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Demain, tous les syndicats se retrouvent à Matignon, enfin entre demain et après-demain. Mais d'abord une question. Pourquoi est-ce que vous êtes candidate à la présidence du MEDEF? On a l'impression que c'était un peu plié, puisqu'il y avait Patrick Martin, qui était un peu adoubé, numéro 2 du MEDEF, qui était un peu adoubé par Geoffroy Roux de Bézieux. Et là, vous êtes candidate, vous l'étiez déjà en 2018, on va le rappeler. Oui, et puis finalement, vous vous êtes ralliée à Geoffroy Roux de Bézieux. Pourquoi est-ce que vous êtes candidate? Alors, parce que c'est une élection. Et qu'une élection, c'est ce qui permet de donner le choix à nos électeurs. Alors c'est une élection interne, on ne va pas se battre comme des chiffonniers, c'est vraiment une élection interne, on appartient à la même maison, on ne va pas tous demander des augmentations d'impôts et de charges, on y reviendra, mais en revanche c'est une élection qui doit laisser le choix de la pluralité de la représentation patronale. Et puis il faut fermer les yeux, et puis se dire, quand on décide d'aller en candidature, qu'est-ce que je veux incarner? Et moi ma conviction c'est que pour incarner la période 2023-2028, il ne faut pas être prisonnier exclusivement du logiciel 2018. Le monde a vraiment profondément changé, au moins dans le rapport au travail, au moins dans la souveraineté. Et moi, j'ai envie de préparer les années 30, les années 2030. Et ces années 2030, il va falloir avoir une incarnation, une méthode qui vont être renouvelées. Et souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui te différencie? Et c'est vrai que c'est une vraie question. Parce que vous avez travaillé ensemble quand même pendant et nous de avons nombreuses travaillé années. ensemble et nous avons fait beaucoup l'un et l'autre pour le MEDEF pendant cette période 2018-2023. Maintenant, il va falloir aller dans des sujets et dans une méthode un petit peu différente. Souvent, on me caractérise, on me dit toi, tu as vraiment de l'énergie et tu as de l'ardeur. Et c'est vrai qu'il va falloir avoir de l'ardeur, et il va falloir un MEDEF vraiment de conviction, de solution et de détermination, d'autodétermination, j'ose dire. Et ça, j'espère pouvoir l'incarner. En tout cas, dans le résultat de cette première manche, puisque nous avons clôturé les parrainages la semaine dernière et j'ai recueilli près de 350 parrainages, ce qui est quand même important sur les 550 qui étaient possibles, le terrain me dit c'est vraiment bien, c'est vraiment bien que tu puisses incarner cette période 23-28. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus, les trois autres qui étaient aussi candidats se sont ralliés derrière vous, notamment Pierre Brageux. Mais en même temps, vous êtes beaucoup plus proche d'un Patrick Martin que vous nous l'êtes d'un Pierre Brageux ou d'un Guillaume Caïrou, non? J'avais toujours dit, quand je suis entrée en campagne le 6 mars, j'avais toujours dit, j'y vais pour gagner. Je ne serai pas une candidate de ralliement, mais je serai une candidate de rassemblement. Et on y est, c'est-à-dire des candidats qui ont une même vision du terrain que moi, notamment dans les territoires, des candidats qui ont une même vision de l'organisation interne au MEDEF m'ont rejointe. Et le ralliement continue, c'est-à-dire que j'ai tous les jours des appels, non seulement des territoires où on tourne en audition, mais également de fédérations qui n'avaient pas forcément les grandes prévu. Fédérations, on parle d'Éric Trappier, président de lui-même, qui a dit ça sera Patrick Martin parce que ce n'était pas Alexandre Sobo. On a l'impression que du côté des fédérations, c'est déjà un peu plié. Puis c'est devenu non, pas forcément, parce que nous, on a une vision quand même de nos parrainages. Et les grandes fédérations, d'abord, j'ai eu des parrainages de toutes les fédérations. Et pour ce qui concerne l'UMM, j'ai eu la moitié de leurs parrains qui m'ont parrainé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un signal de se dire, en définitive, il y a une alternative crédible. Et on n'est plus dans la puissance de l'évidence de la première partie de la campagne, on est dans une alternative crédible. Et maintenant, installons le débat. Installons le débat où il ne s'agit pas de se battre comme des chiffonniers. Là, installons le débat pour se dire, si on a un vrai vainqueur ou une vraie vainqueur dans cette campagne, on aura un MEDEF fort. Et c'est ça le point du moment. Alors pardon, je fais toujours un peu la comparaison, puisque après tout c'est un match avec Patrick Martin. Là on parle beaucoup d'industrie, on va parler de Choose France dans un instant, parce qu'ils sont tous en train de dîner à Versailles et d'annoncer des bonnes nouvelles pour la France. Du reste, on peut se demander si on a besoin des industriels étrangers pour faire gagner la France, mais ça c'est encore un autre point. Patrick Martin, lui, il est dans l'industrie. Vous avez créé votre société, qui est une petite société, plutôt dans les services, l'innovation. Donc est-ce que vous connaissez bien
bien les dossiers industriels? Alors, je connais très bien les dossiers industriels depuis 32 ans. C'est mon métier de faire de l'ingénierie industrielle depuis 32 ans. Donc, moi, je ne suis pas dans Patrick Martin est dans la distribution. Moi, je suis dans le conseil et l'ingénierie industrielle. Ah oui, conseil. Donc, pardon? Conseil, vous ne produisez pas, quoi. Vous non, êtes pas... non, je ne produis pas, mais j'accompagne les transformations depuis 30 ans. Alors, si vous voulez, je vous fais un petit cours d'économie industrielle non, mais c'est juste la révolution de l'hydrogène dans l'énergie ou la révolution de la transition alimentaire ou de la transition sanitaire dans les industries de santé ou les industries agroalimentaires. Ceci est mon métier depuis 30 ans et je connais quand même un tout petit peu l'industrie et l'industrie 4.0, on peut y aller aussi ensemble. À ce point, juste un petit point important sur la réindustrialisation. Tout ce qui relève du soutien à la réindustrialisation est bon. Tout ce qui, pour notre pays, tout ce qui relève du soutien au verdissement de l'économie est bon dans notre pays. Et à ce sujet, pour ne pas opposer traditionnellement à la question, mais finalement, vous êtes des services, vous êtes dans le conseil. C'est Emmanuel Macron, on c'est était à l'Élysée, vous savez, BFM Business s'est délocalisé à l'Élysée jeudi. C'est un peu lui qui a dit ça, quoi. Et en fait, on n'aura pas une industrie forte si on n'a pas une ingénierie et des services forts. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on développe de nouveaux procédés, quand on développe des innovations, de produits, de services, d'industrie, de procédés industriels, les Indiens, les Chinois ne sont pas plus mauvais que nous dans l'ingénierie, dans la recherche. Donc, si on n'a pas en France une industrie forte, une ingénierie forte, on n'aura pas d'industrie forte. Et moi, encore une fois, ça fait 30 ans que j'accompagne les mutations industrielles. J'ai bien vu tout l'argent qui était mis chez nos pays compétiteurs, notamment les Allemands et les Anglais, sur les industries de services, sur les industries de la connaissance. Les Allemands ont une meilleure industrie que nous aujourd'hui qui se porte mieux. C'est clair, enfin, c'est presque historique. C'est historique, mais n'empêche qu'ils ont préservé leur ingénierie, que ce soit au sein des industriels ou toute l'économie de la connaissance dont je fais partie avec mon entreprise et mon syndicat professionnel qui est le Syntec. Oui, et surtout c'est qu'eux, ils ont mis en avant l'industrie à un moment où nous, il y avait des politiques qui disaient il faut arrêter de faire l'industrie, il faut une France sans usine. On s'en souvient, en tous les cas. Voilà, ça a un tout petit peu ses limites. Alors aujourd'hui, c'est complètement l'ère de la mondialisation heureuse où on n'aurait plus d'usines dans notre pays, c'est terminé. C'est d'autant plus terminé qu'avec la crise Covid, ça a révélé les trous dans la raquette. Et si on n'a pas une autonomie ou une indépendance sur un certain nombre de secteurs industriels clés, on a un problème de souveraineté et de servir les usagers, que ce soit en matière alimentaire, sanitaire, énergétique. Donc là, on a quand même besoin d'avoir une industrie forte. Vous avez vu, on reviendra sur les mesures que vous préconisiez, que vous pourriez préconiser, pardon. Là, sur Tous France, le sommet qui est à Versailles, où il y a donc 200 grands patrons étrangers qui sont là, Elon Musk qui est reçu en guest star. Est-ce que vous dites bravo ou vous dites tiens j'aimerais bien qu'ils nous reçoivent comme ça à Versailles, nous les industriels français, enfin nous les chefs d'entreprise français, ou est-ce que la France a besoin de ces investisseurs étrangers? C'est une bonne nouvelle quand un pays qui est le nôtre, la France, pour la 4e année consécutive, est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils viennent créer aussi de la valeur sur le territoire français et que quand ils offrent la possibilité d'installer un centre de recherche à Buc ou dans n'importe quelle région de France, ça veut dire qu'il va y avoir des ingénieurs, des salariés, des chercheurs français produits par le système éducatif et universitaire français qui vont créer de la valeur et qui vont transformer finalement toute cette base de connaissances et d'éducation en création de valeur économique, ça va créer de l'emploi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est très attractif parce qu'on a un système d'accompagnement de l'innovation qui est performant. La mauvaise nouvelle, et c'est là où on voit que le travail doit se terminer, c'est que ça n'emploie pas autant de personnes que ça pourrait. Et donc, il y a un vrai devoir de vigilance à avoir. Et moi, présidente du MEDEF, c'est là où je vous rejoins sur le fait que c'est bien de pouvoir attirer les investisseurs étrangers. Maintenant, il faut que ça puisse créer de l'emploi et de l'emploi compétitif. Et c'est là où moi, en tant que présidente du MEDEF, je me battrai quand même sur le fait que ça doit créer de l'emploi. Oui, parce qu'on oublie, parce que là, on se dit c'est formidable, Gigafactory dans les Hauts-de-France, etc. Mais derrière, il y a des soutiens publics quand même. Oui, donc, il y a des soutiens publics. Malgré tout. Ça, il y a des soutiens publics. Alors, ne nous leurrons pas et ne soyons pas naïfs. Quand vous regardez l'IRA américain et quand vous regardez le dispositif de politique publique du capitalisme d'État chinois, il y a quand même très largement les moyens étatiques pour soutenir les industriels américains, les industriels chinois, les industriels allemands, les industriels israéliens. Donc, quand on veut
être America First ou Europe First, à un moment donné, il faut mettre les moyens sur la table, d'avoir un effet levier pour accompagner son système industriel. Mais par rapport aux exigences que le patronat peut avoir, et en tout cas que moi, présidente du MEDEF, j'aurais, c'est de dire, sur les grands enjeux industriels qu'on a devant nous, notamment la transition écologique, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des investissements colossaux à la clé. Et on ne peut pas financer ces investissements colossaux si on a des freins. Et les freins, on en voit plusieurs. C'est il faut croire dans le progrès et mettre le paquet sur les dispositifs d'accompagnement au progrès et à l'innovation. Oui, d'accord, comme les autres. C'est ce qu'il a fait là. Parce que là, il y a une séquence économique incroyable de la part du président Macron. Économique. Oui. Deuxième sujet, sur le plan un peu plus social, c'est qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et là, on a encore un certain nombre d'entraves et de freins pour pouvoir transformer l'essai de nos investissements lourds. Je vais vous donner un exemple tout simple. Oui, parce qu'après, moi, j'ai quand même quelques petites questions. Je vais quand même vous donner allez-y, Dominique Carlac. Un tout petit exemple. Quand on dit il nous faut la souveraineté sanitaire, prochain Covid, il ne faut pas qu'on se fasse prendre en défaut de pouvoir soigner nos concitoyens. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de recherche, d'investissement de nos industriels, de la pharmacie et des dispositifs médicaux pour mettre sur le marché des solutions pour les patients français. Aujourd'hui, quand vous voulez mettre une solution innovante sur le marché d'un dispositif médical, vous mettez 2 fois, 3 fois plus le temps de par la complexité administrative que si vous le mettiez aux États-Unis ou en Allemagne. Résultat des courses, tout l'investissement qui est fait dans nos centres de recherche, dans les industries de santé, servent à quoi? Servent à soigner en priorité des patients qui sont aux États-Unis ou dans le reste du monde, mais pas les patients français. C'est un scandale. Il faut lever ces contraintes administratives. On ne peut pas tout le temps dire qu'il faut que l'on innove et que soit la commande publique, soit les contraintes administratives nous mettent une balle dans le pied en disant c'est bien, vous avez innové, vous avez investi, on vous a d'ailleurs aidé à le faire, mais par contre, le consentement à payer et à mettre sur le marché, ça sera pour les Américains ou ça sera pour les Allemands. Ça n'est plus possible. D'accord, donc pour vous, c'est lever les contraintes administratives. Qu'est-ce qu'il y a d'autres mesures clés? Parce que, et surtout dans votre attitude, est-ce que vous serez une présidente du MEDEF un peu toujours, parce que certains disent, regardez ce qu'on a baissé comme les impôts, puisqu'on en parle beaucoup ce soir, regardez, on a baissé les impôts sur les entreprises, on a supprimé la CVAE, etc. Ils sont toujours en train de pleurnicher, et puis de l'autre côté, on leur donne les aides aux entreprises, c'est 150 milliards d'euros. Vous êtes dans quelle attitude? Sauf que les aides, quand on les ramène à échelle d'une entreprise, les aides, c'est à tout casser maximum pour une PME dans un territoire où il n'y a plus d'industrie, c'est 35% d'aide. Et puis quand on c'est énorme, 35% quand on est un grand groupe et qu'on est un grand groupe et qu'on met massivement de l'argent sur les transformations et sur l'innovation, c'est 15-20% d'aide. Donc c'est l'effet levier pour être compétitif par rapport à d'autres solutions à l'étranger. Mais par contre, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire donc que le privé ne peut pas marcher sans le public. Il peut marcher sans le public. Si vous dites il peut marcher sans le public. La vraie question, comparativement à d'autres pays, c'est à quel rythme et pour quelle ambition. L'incitativité de l'aide publique, c'est d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est comme les Jeux Olympiques. Donc il faut. On va rappeler que vous étiez une grande athlète. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet levier de la puissance publique, que ce soit aux États-Unis avec l'IRA, c'est d'avoir plus vite des transformations qui se font par leurs industriels. Il faut qu'on fasse la même chose ici, il faut vraiment ce choc ici. Alors, quand vous m'interrogez sur c'est quoi les autres freins, et présidente du MEDEF, est-ce que je serai une présidente d'accompagnement? Moi, je vous ai dit, je serais plutôt une présidente de détermination, ou, si on veut faire plus gaulien, d'autodétermination. Mais c'est pas Jean-Pierre Gattaz qui n'a pas arrêté de se heurter aux politiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la séquence qu'on vient de terminer, qui était une séquence politique où il y a une forte contestation du corps social sur la réforme des retraites, il va y avoir le retour de match, il va y avoir la troisième mi-temps qui va être une troisième mi-temps sociale. C'est-à-dire que on va y arriver. Non, mais ça, on y arrive parce que demain, il y a la rencontre avec les syndicats qui chacun va arriver avec
sa liste de revendications, sa liste de courses. Hein. Donc, alors, on va revenir là-dessus. Oui. Juste sur l'industrie, sur là, les mesures qui ont été, le crédit d'impôt qui a été annoncé par le président. Est-ce que vous y croyez? Vous dites, attendez, c'est tout petit par rapport à ce que proposent les Américains. Alors, la politique de l'offre, il faut la continuer, c'est-à-dire la baisse des impôts de production, qui sont les impôts les plus stupides qui existent, puisqu'on paye de l'impôt avant même d'avoir produit ou vendu sa production. Donc, il faut continuer sur cette trajectoire de baisse des impôts de production, et d'une. Et de deux, il ne faut pas être naïf. L'IRA américain, c'est des milliards qui porteront sur 10 ans quand même. C'est vrai sur 10 ans, mais n'empêche que le signal de confiance, il est fort. Mais là, ce qu'a annoncé le président, c'est pas un signal de confiance à vos yeux. Président Macron, j'entends. Le président Macron, bien sûr que c'est un signal qu'il y a une prise de conscience qu'il faut accompagner. C'est insuffisant. Voilà. Mais attention, on connaît trop bien la musique de ce que je prends d'un côté, je le rabote de l'autre. Donc il va falloir être extrêmement vigilante, ou quoi moi je le serais, vigilante à se dire, si on donne par exemple un crédit d'impôt vert, c'est pas pour autant qu'il va falloir aller raboter sur d'autres aides qui permettaient aux industriels d'investir. C'était dans la balance, c'est-à-dire raboter sur le crédit impôt recherche, qui profite à énormément de gens, d'entreprises. Qui profite à énormément d'entreprises, même quand elles ne sont pas taguées. Je suis industrie verte. Aujourd'hui, toutes les transformations se font grâce à un crédit d'impôt généraliste, parce qu'on est sur tous les sujets de transformation, et pas exclusivement quand on est tagué industrie verte. Est-ce que vous diriez que, Dominique Carlac, que président Macron fait une politique pro-entreprise, comme rarement la France a connu? Alors, quand il s'est installé dans son premier mandat, c'est effectivement une image et des actes, c'est pas qu'une image, d'un président pro-business, et c'est lui qui a impulsé la politique de l'offre, et c'est lui qui a impulsé la baisse des impôts de production. Aujourd'hui, non, ce deuxième quinquennat, visiblement, vous partagez c'est pas ça que je pense. C'est qu'il y a un certain nombre de sujets où il y a eu une étatisation rampante de sujets sociaux, notamment quand il a fallu parler formation professionnelle, assurance chômage. Tout ça, il y a eu des lettres de cadrage tellement serrées que toutes les parties prenantes, organisations patronales et syndicales, ont tout de suite sorti leur ligne rouge, et donc l'État a eu beau jeu de reprendre la main pour finir la négociation. C'est ce que vous redoutez justement à partir de demain, parce que là on va parler loi travail, partage, l'accord que vous avez signé. Mon programme, en tout justement, voilà, c'est pas ce que je redoute. En fait, tout simplement, il faut prendre nos responsabilités et dire qu'est-ce que nous on a à proposer dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on a à proposer? Et on a des choses à proposer. Il se trouve que le mandat qu'on est en train de terminer. On a fait 5 ans de gestion de crise. 2 fois la crise des retraites, 1 fois la crise des gilets jaunes, 1 fois le Covid, 1 fois l'Ukraine. Tout ça nous a quand même beaucoup occupés, et on s'est occupé de nos entreprises, de nos adhérents. Là maintenant, le temps est venu, puisqu'on sait gérer des crises, le temps est venu des propositions et du travail de fond sur la doctrine, et c'est pour ça que j'ai lancé cette idée d'interpatronale, qui consiste à dire... Mais vous avez dit, il y a une intersyndicale, il faudrait qu'il y ait une interpatronale. Mais bien sûr, et là-dessus, il y a quand même le président de la CPME, François Asselin, qui a dit, mais ça existe déjà, parce qu'on travaille déjà ensemble. Ça existe déjà, souvent en gestion de crise. Quand il s'agit de faire une négociation sur un sujet qui nous est ordonné ou proposé par le gouvernement, on se réunit. Moi, je parle de l'interpatronale en continu, c'est-à-dire des choses où on prépare, notamment sur le sujet travail, où on ne doit pas avoir de tabou, mais avant d'aller discuter avec les syndicats de salariés, je pense qu'il serait utile qu'on ait un vrai travail de fond sur le travail des années 2030, c'est quoi? Et je pense qu'il faut que, entre patrons, organisations patronales représentatives d'une part, mais peut-être d'autres organisations patronales, on puisse travailler en disant mais qu'est-ce que l'on veut sur le travail des années 2030 ? Et ça se gère pas juste dans une négociation. D'accord. Dominique Carlac, demain, donc, et après-demain sont reçus les syndicats en one-to-one, il n'y a pas d'ordre du jour. On sait qu'on va avoir abandonné la réforme des retraites, ça c'est ce que demande la CGT, évidemment ils n'auront pas ça, mais il y a quand même la question des seniors qui a été annulée par le Conseil constitutionnel qui va revenir sur le tapis, il va y avoir la question des hausses de salaire. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui est acceptable dans cette liste de courses? Alors, déjà, mon analyse, c'est effectivement ce troisième tour social, ça va être un petit peu le jeu des contreparties d'une réforme qui n'a pas été populaire et qui a créé un vrai problème politique dans la rue en fait et dans l'Assemblée. Donc, juste une petite précision, je ne souhaite pas que nous soyons les paratonnerres de la colère sociale qui s'est exprimée à travers le refus de la réforme des retraites. Les entreprises ne doivent pas être le paratonnerre de cette réforme des retraites qui n'a pas été acceptée par la population. En revanche,
tous les sujets sont sur la table. Et ça tombe bien parce que c'est des sujets de préoccupation aussi pour nos entreprises. Par exemple, le sujet travail. Moi, dans mon programme de présidente du MEDEF, le sujet travail, c'est le travail tout au long de la vie, en compétences et en mobilité. Et chaque mot compte. Ça veut dire quoi, pardon ? Tout au long de la vie, ça veut dire comment on gère les entrées de carrière et la formation adaptée aux entrées de carrière, comment on gère la continuité des carrières avec toutes les trappes à une employabilité qu'on a quand on n'est pas formé, et notamment le sujet de la reconversion, qui est le sujet complètement pauvre des dispositifs d'accompagnement à l'emploi, et bien évidemment le sujet de l'emploi senior. Le sujet de l'emploi senior, on nous a sorti l'index senior. Oui. Mais c'est une mesure qui, en rien, ne peut favoriser l'emploi senior. Pourquoi ? C'est une forme de quota, quelque part. C'est un principe de bonus-malus et de quota. Mais le jour où vous êtes dans une entreprise d'ingénierie industrielle ou de codage numérique, mais est-ce que vous avez la population senior suffisante pour vous dire mais je suis une mauvaise entreprise, je suis pas vertueux, je fais pas ce qu'il fait. D'accord, c'est toujours l'exemple, voilà. bien sûr. C'est toujours mais quand vous n'avez rien fait par ailleurs, alors, donc on peut justement, demander. c'est pour ça que moi je propose que l'on fasse un gros sujet emploi senior. Et dans l'emploi senior, il y a des mesures qui peuvent être tout à fait originales en se disant mais on n'arrête pas de dire que l'apprentissage c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui pour l'insertion dans l'emploi, pour l'employabilité. Et bien pourquoi on ne ferait pas de l'apprentissage pour les seniors ? Pourquoi, dans le cadre des besoins massifs de compétences, à travers des dispositifs de reconversion repensés, on ne dirait pas, mais il y a des gens qui veulent changer de job, il y a des gens qui veulent continuer à travailler, est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer des dispositifs aux employeurs comme aux salariés seniors, d'apprentissage senior ? Dans le secteur de la restauration, ça marche très bien. D'accord, oui, c'est une L'autre jour, j'étais dans un restaurant parisien, le chef cuisinier me disait, moi j'ai la moitié, pas la moitié tout à fait, un tiers de mes apprentis qui sont des apprentis seniors. Ils sont très heureux de se reconvertir dans un nouveau métier par le haut. Alors, est-ce que vous êtes favorable quand même à une hausse des salaires ? Les salaires sont trop bas en France, il faut une hausse de salaire. Ouais. Les salaires, en fait, c'est la question de la reconnaissance. Et puis, ça est aussi la question de la faisabilité. Il y a ce qui est souhaitable, et c'est vrai qu'être reconnu dans son travail, c'est souhaitable par tous les moyens que l'on peut. Et puis, il y a ce qui est faisable. On associe souvent hausse des salaires avec inflation. Et c'est la même chose quand on se place du point de vue du patron. Non. Enfin, oui. C'est la même chose quand on se place du point de vue du patron. Un patron de PME qui subit lui aussi l'inflation, quand il peut répercuter ses prix, enfin, les marges sont très très élevées des entreprises quand même. Et bien celles-là, elles ont fait l'effort. Oui. Celles qui ont eu des marges élevées, elles ont fait l'effort. C'est pas un hasard. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous dites que le patronat peut pas aller plus loin. En fait, on peut. Pour les entreprises où il y a de la marge, qui ont pu répercuter le prix de l'inflation qu'elles ont subi sur les prix aux consommateurs, elles ont des marges de manœuvre. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on a atterri avec des partenaires sociaux sur l'accord partage de la valeur. C'est qu'on sait très bien que quand c'est possible, on a des dispositifs pour que ça marche. Simplement, entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable, ça n'est pas une loi de comportement qui s'applique à toutes les entreprises. C'est au cas par cas, à la branche et entreprise par entreprise en fonction de la conjoncture. Est-ce que vous seriez favorable à une baisse des cotisations sociales ? Ça peut être une solution ? Alors, il y a un angle mort sur les cotisations sociales et que moi je souhaite porter au MEDEF, et j'en discutais dans une audition que j'avais aujourd'hui, qui sont les emplois qualifiés. Les emplois qualifiés, aujourd'hui, je vous parlais de l'ingénierie tout à l'heure, c'est cette couche intermédiaire de salariés qui est dans des métiers de service. On peut les retrouver dans la banque, dans l'assurance, dans l'ingénierie, dans les métiers de service. Et là, les coûts salariaux sont extrêmement élevés et on assiste à une paupérisation de cette population comparativement à d'autres pays. Donc là, on a un vrai sujet qui est les charges sur les emplois qualifiés. Deux points très rapides, il nous reste une minute à peine. Je ne sais pas si vous avez vu que les entreprises du CAC 40 ont redistribué aux actionnaires les 2/3 des profits qu'ils ont réalisés en 2022, que ce soit sous forme de rachat d'actions ou de dividendes, avec un niveau record de 60 milliards à 500 millions. Est-ce que c'est indécent, c'est normal, c'est bien, c'est utile, c'est nécessaire ? Moi, je vais vous dire une chose. Souvent, quand on parle d'économie, ces temps-ci, quand on parle de super profit, on se drape de la toge de la vertu, puis on donne des bonnes leçons, et puis on fait de la morale. Mais moi, je suis fière
de ces entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et qui créent des lendemains qui chantent pour nos chercheurs et nos salariés. Mais il faut mieux investir, non, plutôt. Donc ils investissent, et c'est colossal ce qu'ils investissent dans les transformations. Ils investissent dans la continuité, la stabilité et la confiance de leurs actionnaires, mais le reste, ils l'investissent dans les salaires et dans la recherche et dans les procédés et les usines. Première décision, si vous êtes élu le 6 juillet, Dominique Carlac. Le 7 juillet, un mot, donc, un mot. 3 sujets, mais surtout un sujet, le travail. Le travail. Vraiment, le travail. Le travail, c'est la santé. Merci beaucoup, Dominique Carlac, d'être venu ici nous expliquer pourquoi vous êtes candidate. Tout de suite, évidemment, c'est François Sorel, Tech & Co. On se retrouve demain avec Marc Ferracci. On parlera de quoi? Du travail, puisque c'est lui qui est responsable de la loi travail, enfin du projet de loi sur la loi travail. Bonne soirée, à demain. Merci. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.